Bonjour, alors je voulais vous parler de ma nuit noire de l'âme. J'ai su que ça s'appelait comme ça, peut-être 1 an et demi ou 2 ans après. Moi, pendant ma nuit noire de l'âme, en fait, comme on dit communément, j'ai tout perdu. C'est pas exactement ça, en fait, ce qui s'est passé. C'est que la plupart de ce que j'ai perdu, en fait, ça a été de ma propre volonté. C'est-à-dire qu'à un moment donné de ma vie, j'ai ressenti le besoin de m'éloigner de tout le monde. De me libérer de mes chaînes. Alors ça a commencé par ma famille. Je voulais plus les voir, j'acceptais plus de jouer ce rôle. J'avais l'impression à chaque fois de répéter une pièce de théâtre et j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus. Donc je voulais plus voir ma famille, je voulais plus voir certains de mes amis. En fait, ce que je voulais, c'est pouvoir penser par moi-même. Alors ça s'est fait petit à petit. Sur le coup, je me suis pas du tout dit ça. Sur le coup, je le vivais très mal. J'étais très triste. Je comprenais pas trop ce qui se passait, mais tout ce que je sais, c'est que je supportais plus, en fait. Et je supportais plus qu'on me dise comment vivre, quoi faire. Et, du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, même mon travail, du coup, je le supportais plus. Je me suis trouvée vraiment à un moment donné où j'étais face à moi-même et j'avais plus envie de rien faire de tout ce que je connaissais déjà. Et à cette époque-là, donc j'étais déjà bien ancrée dans ma dépendance, dans ma dépendance tout court en fait, parce que j'étais en transition. C'est à ce moment-là que j'ai effectué une transition où comme je voulais arrêter les psychotropes, en fait, l'alcool a pris le relais. Et en fait, à un moment donné, je me suis retrouvée dans un centre d'hébergement d'urgence. Et de là, ensuite, bon, j'y suis restée 2 mois. Ensuite, je suis allée dans ce qu'on appelle les hébergements sociaux. En fait, c'était un foyer pour migrants. J'étais donc avec des gens en grande précarité. Enfin, j'étais avec eux, mais je vivais toute seule. Je parlais quasiment à personne. Je disais bonjour, voilà. Mais vraiment, j'avais fait vraiment une vide autour de moi. Et là, en fait, cette période de ma vie, ça a été en même temps là où j'ai tout perdu, mais là où j'ai tout trouvé. C'est-à-dire que j'ai vécu le pire et le meilleur en même temps. Et j'ai continué là, donc, à faire le tri autour de moi. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait le tri sur certains amis, comme je vous ai dit, et c'est surtout sur un cercle de connaissances et un certain milieu, c'est-à-dire tous les gens avec qui je prenais des drogues. Donc je ne voulais plus les voir. Mon petit d'aide-soignante, c'est plus possible. Je me retrouvais plus du tout au niveau de mes valeurs, et puis de toute façon, j'étais vraiment plus dans la capacité de le pratiquer, ce métier-là. Et en fait, du coup, voilà, comme je vous ai déjà dit, j'ai besoin de me retrouver sans écouter les jugements des autres, ni les conseils, ni rien du tout. Et en fait, du coup, ce qui s'est fait autour de moi, c'est le silence. Du coup, j'ai pu entendre ma voix, ma propre voix, celle de mon âme. Et mon âme, ce qu'elle me disait, c'était pas beau du tout. C'était que j'avais jamais fait ce que j'avais voulu faire. Certes, j'avais toujours pris mes propres choix, mais c'était pas des choix issus de mes désirs profonds. En fait, à ce moment-là, j'ai vraiment pris conscience de tous mes conditionnements. Alors, j'étais persuadée de ne pas être conditionnée, Vraiment pas. Moi, j'étais libre.
Franchement, je me suis pris une grande claque. C'est-à-dire que je savais intellectuellement que j'étais dans une société où on était hyper conditionné. Intellectuellement, je le savais. Et là, à ce moment-là, je l'ai ressenti dans tout mon être, que j'étais conditionnée. Et donc, j'ai vraiment réalisé que j'avais jamais rien fait de ce que je voulais faire. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit que ça suffisait, que j'arrêtais de me mettre des bâtons dans les roues, à chaque fois que je voulais faire quelque chose, de me dire oui, mais, il n'y avait plus de mais. Et c'est à partir de ce moment-là que je vais commencer à faire du yoga, de la méditation, aller me promener dans la nature, bref, à me reconnecter à moi. Alors j'avais des hauts et des bas, c'est-à-dire que parallèlement à tout ça, je buvais. Et pour calmer mes angoisses en fait. Parce que là je vous raconte tout ça avec le recul que j'ai maintenant et le regard que j'ai dessus. Mais sur le moment je comprenais pas trop ce qui m'arrive. Je me disais tiens, qu'est-ce qui se passe? Je fais une dépression. J'avais déjà vécu une dépression il y a de longues années auparavant. Mais c'était une réaction, une dépression en réaction à quelque chose en fait, d'extérieur à moi. Et là il n'y avait rien qui pouvait faire que j'allais être dépressive en fait. Et même je sentais que c'était pas exactement la même chose. C'était vraiment... Ce qui se passait en fait, c'est que moi je me revois. Je me revois, je suis sur mon lit. Je sais pas combien de temps j'ai passé comme ça, sur mon lit. Et je ressens le vide qu'il y a en moi. C'est-à-dire que vu que j'avais réalisé que tout ce que j'avais construit auparavant, je n'en voulais plus, et ben en fait c'est comme si... Enfin, et c'est pas comme si tout a disparu du coup. Comme je vous ai déjà dit, j'avais fait le ménage autour de moi. Au niveau de mes relations, j'avais mis à l'écart même les gens que j'aimais, mes très grandes amies, etc. Je maintenais tout le monde à l'écart d'une façon ou d'une autre. Et en fait, j'étais face à un vide. Alors, si vous êtes en train de vivre ça, pour vous rassurer, maintenant je peux vous dire que c'est le vide qui va vous servir à reconstruire en fait. Vous allez apprendre à le remplir avec de vraies choses qui vous nourrissent, vraiment profondément, qui nourrissent votre âme, votre être vraiment dans sa profondeur la plus intime. Mais sur le moment, être face à ça, je crois que c'était la plus grande peur de ma vie, la plus grande angoisse de toute ma vie. Je le ressentais vraiment physiquement, je ressentais, alors maintenant je sais que c'est quelque chose qui se passait au niveau du plexus solaire, je ressentais vraiment un trou béant. Et j'avais très peur. Très peur parce que j'avais la volonté de rien faire à ce moment-là, ni la force. J'étais prostrée sur mon lit à observer ce vide, à le constater et à boire pour essayer d'amoindrir ma souffrance en fait. Et je me demandais ce que j'avais fait pour pouvoir en arriver là, parce que j'avais peur de rester dans cet état-là. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette vie? Je peux pas finir comme ça, c'est pas possible, toute seule, à boire. C'était pas possible. Et en fait, à un moment donné, je me disais que j'avais plus envie de vivre. Et c'est pas que j'avais envie de mourir, c'est que j'avais plus envie de vivre cette vie-là, en fait. Une vie qui n'avait pour moi aucune valeur. Parce que j'avais au fond de moi certaines valeurs. Je trouvais même que j'en avais trop. Je me disais, mais je suis trop exigeante. Qu'est-ce qui se passe? Je comprenais pas. Et ces valeurs-là que je ne retrouvais pas autour de moi, je finissais même par ne plus les retrouver en moi parce que pendant ma dégringolade, qui avait commencé des années auparavant, j'ai bafoué toutes mes valeurs. Ma chute, elle a tout emporté sur son passage. J'avais bafoué toutes mes valeurs.
Je me suis droguée, j'ai volé, je me suis prostituée, je faisais des photos nues, voilà. Tout ce genre de choses que je serais vraiment plus capable de faire maintenant parce que j'en ai plus besoin en fait. Voilà, j'arrive à trouver mon bonheur, ma satiété plutôt, mon vide et j'arrive à le combler autrement. Et tout ce monde, toute cette vie que je ne voulais plus vivre en fait, à un moment donné je me suis dit non Céline, il faut que tu choisisses. Soit tu meurs, soit tu vis. Qu'est-ce que tu choisis? Et j'ai choisi de vivre. Il y a deux choses qui ont joué sur le moment. Il y a deux choses qui ont joué. La première, c'est-à-dire que selon mes croyances, quand on meurt, c'est notre enveloppe charnelle qui s'éteint, c'est tout. Notre esprit, lui, perdure, continue de vivre en fait. Et je savais que si je me suicidais, mon esprit allait continuer à vivre dans le même état, en fait. Je savais que je serais restée en état de détresse, en fait. Et j'avais absolument pas envie de ça. Voilà, d'une part. Et d'autre part, que savoir que pendant cette période-là, j'ai rencontré quelqu'un sur Internet, un garçon. Et en fait, ce garçon me plaisait, en fait. Et je me suis raccrochée à ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on avait cessé de se parler, certes, on s'est jamais vu. On avait cessé de se parler, parce que c'est clair que lui déjà, il était comme il était. Et moi, vu que j'étais vraiment très perturbée, et moi j'avais toutes mes blessures en fait qui étaient à vif, et j'étais chiante quoi. Et à un moment donné, voilà, on a cessé de se parler. Et j'avais envie de le récupérer en fait. Je voulais le retrouver et je me disais mais tu peux pas jamais tu pourras le conquérir en l'état actuel des choses. Tu peux pas, faut que tu deviennes quelqu'un d'autre en fait. Et du coup je faisais des projections de moi en tant que, voilà, j'avais une certaine image de peut-être une femme qui pourrait lui plaire. Et en même temps, je me disais, pour me donner la force en fait de me relever, je me disais mais il y a des gens qui le font, sans parler du garçon en question. Je me disais mais il y a des gens qui le font, qui se relèvent, pourquoi toi tu n'y arriverais pas? Pourquoi? Tu peux le faire aussi. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une affichette sur mon mur, sur une feuille. J'ai écrit... qu'est-ce que j'avais écrit? J'avais écrit « Lève-toi », parce que je restais tout le temps dans mon lit. « Lève-toi et pars. Pars dans la forêt », un truc comme ça. Et le lendemain matin, c'est ce que j'ai fait. J'ai mis une basket et je suis allée courir. Donc là, j'ai commencé à faire du yoga, de la méditation, etc. J'ai commencé un petit peu à me remettre et à arrêter de boire, mais très vite, en fait, je rechutais. Et puis, bon, je vous la fais courte, mais ça a duré peut-être 1 an et demi, où je buvais, j'arrêtais, je rebuvais, j'arrêtais. Non, pas 1 an et demi, 1 an. Et en fait, à un moment donné, le garçon en question, on a recommencé, oui, effectivement, à se reparler, mais c'était vraiment de mal en pis, c'était du grand n'importe quoi. Et à un moment donné, vraiment, moi, j'en pouvais plus, j'étais vraiment au fond du trou. Ça faisait 1 an que je buvais non-stop, en fait, chaque jour.
vraiment. Et je me voyais plus m'en sortir toute seule en fait. Et je voyais un addictologue et à un moment donné je lui ai dit écoutez, faut que je me fasse aider. J'y arriverai pas. Faut que j'aille en cure en fait. En cure de désintoxication. Et à ce moment-là en fait, j'avais peur quand même d'y aller. Donc j'ai fait traîner le truc. Et puis j'ai fait un rêve où mon ancien petit copain, donc là on est en 2016, fin 2016, début 2017. Mon dernier petit ami en date, donc on s'était quitté en 2011, est décédé en fait des suites de la dépendance aux drogues et à l'alcool. Et ça m'a fait un électrochoc en fait. Enfin c'est pas sa mort à proprement dit, c'est surtout un rêve. Je crois que je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais je vais le redire. Bref, où il vient me voir et enfin, on est tous les deux sur la plage et puis il me dit Céline, ça y est, j'ai trouvé un centre de cure, on est accepté, c'est super. Il était tellement heureux. Il me disait on est sauvés, on est sauvés. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit mais ouais, c'est clair, faut que j'y aille quoi. Lui, il a pas eu cette chance. Parce que j'étais pas encore dépendante physiquement de l'alcool. Du coup, je me disais mais fais-le avant qu'il soit trop tard. Et là, je suis retournée voir mon addictologue et je lui ai dit ok, j'y vais. Donc je lui ai demandé de refaire un dossier. J'étais pas content, mais bon, en fait, il y avait juste qu'à remplir. C'était très facile, en fait. Mon nom, mon adresse, et voilà. Et j'y suis allée. Et en fait, à ce moment-là, juste à cette période-là où j'ai décidé d'y aller, c'est la période aussi où, avec le garçon en question, j'étais la plus horrible, vraiment. J'ai été, mais vraiment... voire méchante en fait, parce que je crois que je le menaçais même, enfin vraiment c'était terrible. Mais ça me ressemblait absolument pas. Et là encore, j'ai tout fait pour l'éloigner, quoi. Mais une bonne fois pour toutes, vraiment, de manière à ce que ce soit définitive. Parce que lui-même, il avait beau ne plus me supporter, il continuait quand même de venir vers moi et il fallait que ça cesse parce que moi, je me raccrochais à ça. Et en fait, du coup, à partir du moment où j'ai réussi à le mettre à distance, de manière définitive, c'est ce que je croyais sur le moment en tout cas. Mais ça m'a aidé en fait. Parce que là, en fait, les choix que j'ai faits à partir de là, ça a été pour moi. C'était plus pour lui, c'était pour, dans l'espoir de le conquérir. Non, c'était pour moi. Et c'est à cette unique condition que j'ai pu le faire vraiment. Parce que ça n'a pas été pour quelqu'un. Ça a été ni pour nourrir mon ego en fait. Voilà, c'était pas pour nourrir mon ego. C'était vraiment pour moi, pour mon âme. Et à partir de là, bah, ça a fonctionné. Hein. Ça, je vous le raconterai une autre fois. Et sinon, là, du coup, pour se recentrer sur la nuit noire de l'âme, comme je vous disais, j'étais face à mon vide et j'ai commencé à le remplir, en fait, avec de bonnes choses. Donc, le yoga, la méditation. J'ai regardé aussi, à cette époque-là, beaucoup de films et j'ai lu des livres, des choses comme ça, avec des témoignages, en fait, de gens qui vivaient un peu la même chose que moi, des gens qui se perdaient dans la drogue, dans l'alcool, ou qui se retrouvaient à la rue, enfin voilà, qui vivaient des chutes en fait. Des chutes et des crises dans leur vie en fait, et des crises, ce qu'on appelle les crises existentielles. Parce que je trouvais pas d'issue, donc ça c'est avant de partir en post-cure, hein, ce que je vous dis là. Et je pense que c'est à force de faire... Pourtant, j'ai pas fait beaucoup de yoga ni de méditation, mais il y a quelque chose s'est ouvert, en fait, à un moment donné. Mon regard s'est tourné vers l'intérieur, en fait. Vers mon intériorité. Et là, je pensais de plus en plus à ce en quoi je croyais depuis toujours. C'est-à-dire, depuis toujours, je me disais, il y a quelque chose de l'ordre de l'invisible qui existe. Et là, je le ressentais, en fait,
je ressentais un appel, je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était comme obsédant, je me sentais ce monde invisible en fait, que je ne percevais pas, je me disais c'est moi, j'en fais partie, et je veux vivre dans ce monde-là, mais comment faire? Je ne savais pas en fait, je ne savais même pas mettre de mots là-dessus, c'est quelque chose que je ressentais, que je peux vous décrire maintenant, comme ça avec des mots, parce que j'ai du recul dessus. Et du coup, je me disais, mais je deviens folle ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et j'ai tapé dans le moteur de recherche de YouTube, spiritualité et folie. Et là, je suis tombée sur ce qu'on appelle les vibra-conférences. Il y avait 3 personnes, dont Jérôme Nathanaël. Et là, en fait, donc, voilà, là, je me dis, mais en fait, je suis pas folle. Je suis pas folle. Et donc, ils expliquaient que effectivement, il y a tout un monde, le monde de l'esprit, en fait, qui existe, et un monde qui est régi par ce qu'on appelle l'amour. C'était pas du tout dit comme ça, hein. Mais bon, c'est l'idée générale que j'en ai retenue. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, je regardais autour de moi, je sentais quelque chose de différent. Il y avait quelque chose avait changé. C'était comme si je percevais un genre de chaleur, mais pas par... c'était pas une chaleur thermique. Et en même temps, j'entendais comme des petits grésillements, mais c'était pas, j'entendais pas avec mes oreilles. Je sais pas comment vous expliquer. Je sentais quelque chose de différent. Et à un moment donné, je me suis dit, en fait, c'est la vibration autour de moi qui a changé. J'avais plus peur. Je sais pas si c'est ma vibration à moi ou si c'est autre chose, que j'avais changé de ligne de vie et que je me retrouvais dans un monde, un autre monde en fait, dans lequel la vibration n'était pas la même qu'avant. Je ne sais pas. Je pense que c'est ma vibration, moi, qui avait changé. J'avais plus peur. Et de là, vraiment, oui, j'ai regardé plein de vidéos. Alors, vous connaissez peut-être Tistria sur YouTube, c'est vraiment super. Et puis, il y a tellement plein de témoignages, vraiment, de gens qui travaillent sur eux et qui nous donnent des clés, vraiment, qui nous accompagnent pour travailler sur nous. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, voilà, surtout, l'idée générale, c'est que, enfin, l'idée clé, c'est que, justement, j'ai compris que si je voulais créer un changement, c'était en moi. Et ce changement, j'ai pu le créer en moi parce que justement, j'avais fait le vide. Ce vide qui était terrible à regarder en face et à vivre, ben, il m'a permis de remettre des bonnes choses dedans. J'ai pu me reconstruire une vie selon mes aspirations profondes et selon qui je suis réellement au fond de moi. Alors, j'y arrivais pas toute seule. C'était très limité parce que moi, j'étais isolée de tout, comme je vous disais. Mais en même temps, je me sentais tellement libre. Je vous disais, j'ai vécu l'enfer et en même temps, j'ai vécu le paradis à cette époque-là parce que j'étais libre. Certes, j'avais pas de boulot. Je vivais avec le RSA. Mais j'étais libre de faire ce que je voulais. Et libre d'organiser mes journées comme je le voulais. Je l'avais toujours été, sauf que je ne me l'étais jamais autorisé. Là, vraiment, je me réappropriais ma vie, en fait. Et tout s'est transformé, ce que je mangeais, ce qui m'intéressait. Et puis, en fait, du coup, j'ai pu vraiment effectuer ce changement en moi à partir du moment où je suis allée dans le centre de post-cure. Et avant d'y aller, je ne sais plus comment ça se fait, j'ai vu sur internet, ils avaient un site, je suis allée voir sur Facebook, je veux dire. Et en fait, il y avait des témoignages de gens qui parlaient de spiritualité et d'amour et tout. Et je me suis dit, ok, c'est là, ouais, j'y vais. Effectivement, je suis arrivée là-bas et tout de suite, on m'a parlé d'amour et d'entraide. Et là, je me suis dit, ok, je suis sauvée, quoi. Voilà. Alors, mon sourire, je ne l'ai pas eu longtemps parce que c'était hyper difficile, mais en même temps, c'était super. Je savais que j'étais au bon endroit et du coup, je le faisais vraiment, même si c'était dur, je le faisais vraiment avec une super bonne volonté. Et c'est le fait donc j'ai pu créer le changement en me confrontant
à l'autre. C'est-à-dire, c'est l'effet miroir qui faisait qu'on pouvait voir, effectuer des changements en nous, c'est-à-dire en écoutant ce que l'autre a à nous dire de nous, ou en l'observant en fait, par rapport à ses réactions. Voilà. L'effet miroir, ça aussi, c'est une des clés pour changer, pour pouvoir s'observer soi-même, parce qu'on ne se voit pas, sinon on est... Voilà, notre cerveau, c'est un ordinateur qui a été programmé par l'effet d'hypnose quand on est petit, voilà, on est hypnotisé par ce qui se passe autour de nous, et hop, on intègre des programmes comme ça, et on ne se voit même plus faire après. Quand on peut s'observer comme ça, quand on réalise qu'on a cette capacité-là de pouvoir s'observer au travers des réactions des autres, et puis après même nous, en nous écoutant, en nous voyant faire, en se positionnant au-dessus de nous. Quand je dis au-dessus, c'est-à-dire en ayant un regard extérieur, en fait, sur nous-mêmes, on peut créer des changements. Du coup, décider de ne plus agir comme on agit, et de changer, en fait, pour le mieux. Hein. Changer pour être mieux avec nous-mêmes et avec les autres. Hein. C'est pas un changement pour... histoire de dire, bon bah... c'est pas un changement mu par l'ego. C'est pas pour être mieux que quelqu'un ou meilleur, et puis non, c'est pour être heureux en fait, pour être bien avec soi-même et avec les autres. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'à un moment donné, je ne dormais plus à cause de mes angoisses, et j'avais commencé à prendre des médicaments, mais je voulais absolument pas en prendre toute la vie. Du coup, j'ai choisi des solutions alternatives, de me tourner vers des solutions alternatives, et je suis tombée sur la sophrologie. Je l'ai testée sur moi, et ça fonctionnait. Et de là, je me suis renseignée d'un peu plus près sur ce que c'était que la sophrologie. J'ai vu que ça regroupait tout ce qui m'intéresse, c'est-à-dire on traite de l'être humain dans sa globalité, c'est-à-dire physiquement, psychologiquement et spirituellement. Et vu que je cherchais à... enfin, je dis ça, mais oui, je voulais plus faire mon métier d'aide-soignante, donc je voulais me reconvertir. Du coup, je me suis dit, ah, bingo, c'est ça que je veux faire. Ouais, mais en fait, même sans me reconvertir, il y a quelque chose... Même sans parler de reconversion professionnelle, il y avait quelque chose qui m'appelait au fond de moi. Et j'étais sûre, c'était ça qu'il fallait que je fasse. C'était ça. Je savais pas comment j'allais faire pour payer. Je me suis dit, tant pis, on verra bien, je m'inscris, on verra. Et j'ai pu payer. Voilà, petit à petit, enfin bref, j'ai trouvé des solutions. Et donc, tout ça pour vous dire que l'effet miroir, plus donc la thérapie, j'ai entrepris une thérapie, plus la sophrologie, vraiment, c'est ça qui m'a permis de générer cette transformation en moi. Et pour revenir encore une fois vraiment sur la nuit noire de l'âme, quand j'y repense, c'est vraiment ce qu'on en dit, hein, c'est-à-dire que moi ce que j'ai pu en entendre, c'est que c'est l'ego qui meurt, c'est-à-dire c'est notre personnage d'avant qui ne nous convient plus et qui meurt, et c'est pour ça qu'on souffre autant, parce que souvent on dit oh c'est rien, c'est une blessure d'ego, mais non c'est pas rien même quand c'est une blessure d'ego, et c'est pas parce que c'est l'ego qui souffre que c'est pas rien, c'est une douleur immense. Et c'est pas parce que c'est l'ego qui souffre que du coup ça doit être pris à la légère et que c'est rien. Au contraire. C'est parce que l'ego, c'est ce qui nous permet, il a besoin d'exister. C'est ce qui nous permet de vivre sur Terre, d'incarner un personnage et de pouvoir évoluer. Parce que notre ego, c'est lui qui nous permet d'évoluer aussi. À un moment donné, notre ego, c'est notre mental qui nous permet de réfléchir et de nous dire attends, là, à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas. Fais un choix, secoue-toi, remets-toi, voilà. Et voilà, c'est mon ego à ce moment-là qui mourait. Et c'était c'était mon ancien moi qui mourait pour que mon nouveau moi puisse renaître. Voilà. Sur le moment, je ne savais pas. Donc j'étais très paniquée. Je ne savais pas tout ça. Et je vous dis ça avec le recul encore une fois. Mais c'est exactement ça qui s'est passé. Celle que j'étais n'existe plus. Vraiment, quand je pense à Céline d'avant, c'est moi, mais c'est plus moi. C'est moi, c'est toujours moi, mais dans la
dans la pratique, je suis vraiment plus la même. Dans mes choix, dans... Avant, je vivais pas, je survivais en fait. Mais je le savais, avant, mais j'arrivais pas à faire autrement. J'étais hypnotisée. Voilà. Je vais arrêter là. Et j'espère que ça aura pu vous aider pour vous rassurer par rapport à votre souffrance. Vous dire que c'est une étape nécessaire, mais que ça va passer. Et pour apaiser votre souffrance aussi, pour que vous sachiez que c'est pas vain. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Et puis c'est pour vous dire aussi que voilà, qu'il y a des solutions si vous avez des difficultés pour vous y retrouver, pour y voir clair. Sachez qu'il y a des institutions et des gens qui sont là pour vous aider, les thérapeutes. Il y a plein de gens sur YouTube vraiment qui parlent de ça, c'est vraiment génial. Là comme ça j'ai pas les noms en tête, mais je pourrais vous donner des noms. Il y a plein de vidéos qui peuvent nous aider, et puis bah, il y a moi aussi, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Soit sur cette crise existentielle, vraiment, proprement dit, ou bien sur les outils que moi j'ai utilisés en fait pour m'en sortir et pour me transformer et accéder vraiment à une vie dans laquelle je sois heureuse. Je chemine encore, hein. Là, je ne vais pas encore en totale harmonie, mais je sais que ça y est, je suis lancée, c'est-à-dire je suis au jour le jour, je vis en suivant le flow en fait. Quand je dis que je suis pas encore totalement dans l'harmonie, c'est parce que je vais déménager. Je vais bientôt vivre au bord de la mer, et c'était une condition sine qua non à mon épanouissement, ça, le fait d'avoir un accès aux grands espaces. Parce que là je vis sur Paris, et même si j'aime Paris, j'adore Paris, il me manquait quelque chose. Et c'est l'accès aux grands espaces. Et je vais déménager dans 1 mois. Et voilà. Et du coup, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions sur la dépendance, qu'elle soit affective, ou quelle qu'elle soit, hein, parce que j'ai vécu toutes sortes de dépendances. Je m'en suis sortie. Je dois travailler encore sur certaines, mais elles ne m'empêchent, c'est plus les dépendances qui m'empêchent de vivre. Et surtout, j'en ai conscience et je travaille dessus. Alors, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée ou de soirée, et je vous dis à très bientôt.